Bonjour tout le monde. Voilà, donc merci à tous de nous avoir rejoints. Merci Duncan d'être avec nous. On va attendre 2-3 minutes que les participants nous aient rejoints pour parler de comment saisir les opportunités du marché juridique britannique. Donc Duncan, merci d'être là pour parler avec nous de ce sujet. Donc, dans un premier temps, je vais présenter Justifit. Puis, Duncan, je vais vous présenter rapidement. Et puis, je vais vous passer la parole et je me chargerai de relayer les questions qui seront posées sur le côté ou les commentaires qui seront posés par les avocats participants. Merci aux nouveaux avocats qui nous ont rejoints. Alors, je vais peut-être commencer par Justifit. Justifit existe depuis 10 ans, donc c'est depuis 2015 que nous sommes aux côtés des avocats. À l'origine, une plateforme pour mettre en contact les avocats avec les justiciables. Donc, nous mettons en contact 18 000 justiciables avec des avocats tous les mois. Puis progressivement, nous sommes devenus aussi un outil pour permettre aux avocats de développer leur visibilité sur Internet. Effectivement, nous avons 1 million de visiteurs uniques par mois. Puis, nous avons développé des outils, tout ça, c'est à la demande des avocats, des outils afin de les aider à optimiser leur temps, donc avec notamment un outil de paiement, de prise de rendez-vous, de visioconférence, un vrai CRM que nos 2500 avocats utilisent et qui en sont satisfaits. Voilà. Et nous avons lancé la semaine dernière notre site de recrutement et nous relançons cette année Credible, donc notre site Justifit en Angleterre. Le nom est différent, il s'appelle Credible. On vous enverra le lien. Et donc, on a trouvé ça, on a vu qu'il y avait pas mal de synergies, enfin qu'il y avait beaucoup de synergies d'ailleurs, entre les avocats français et les avocats anglais, du droit frontalier, plein de choses. Et donc, on a trouvé ça intéressant de demander à Duncan, qui connaît bien ce sujet, d'intervenir là-dessus. Alors, Duncan, merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes avocat, comme tous les participants à ce webinaire, au barreau de Paris, d'Angleterre et du Pays de Galles. Et vous êtes aussi professeur de droit à l'université de Dauphine et au British Institute of International and Comparative Law à Londres. Donc, vous êtes vraiment entre les deux pays. Donc, vous êtes spécialisé dans le droit européen et international et vous exercez une activité transfrontalière en contentieux et en conseil depuis votre cabinet anglais, qui a One Crown Office Row à Londres et de Paris. Voilà. Et vous avez par ailleurs écrit une vingtaine d'ouvrages, des articles, et vous êtes King's Counsel honoraire depuis 2022. Voilà. Donc, je vous passe la parole, Duncan. Je vous remercie. C'est vraiment intéressant pour nous tous et pour moi aussi. Je suis très curieuse de vous écouter. Voilà. Donc, je vous passe la parole et nous sommes ensemble jusqu'à 14 heures. Donc, peut-être 45 minutes de présentation, 50 minutes, et puis après, vous pourrez répondre aux questions qu'auront les participants. Voilà. Et je précise aussi aux participants qui doivent partir en cours de route ou qui ont une urgence, que nous vous enverrons le replay du webinaire et qu'il y aura un article à ce sujet dans notre site à destination des avocats qui s'appelle Maîtrise par Justifit. Je vais mettre le lien sur le côté, donc vous pourrez trouver l'article dedans. Voilà. Je vous passe la parole, Duncan. Merci beaucoup. Très heureux d'être là et pour vous parler d'un sujet qui m'intéresse beaucoup, évidemment, les possibilités, les opportunités pour les avocats français de travailler avec le Royaume-Uni, le marché juridique britannique. Donc, ce que je vais faire, je vais tout d'abord vous exposer un petit peu sur le système du common law, le droit anglais. Je pense que c'était intéressant de démarrer avec une petite explication pour ceux qui ne connaissent pas forcément bien ce système, les différences, les éléments qu'il faut soulever en termes de comparaison avec le système du droit civil. Également, ce que je souhaite faire, je pense que c'est important de vous expliquer également un peu les acteurs au Royaume-Uni, c'est-à-dire les professions juridiques, les professionnels de droit qui sont sur le marché britannique, les soliciteurs et les barristers notamment, la différence, pour
comprenez un peu ça. Moi, je suis barrister à Londres, mais j'imagine que vous avez rencontré aussi des sollicitateurs. Donc, je vais parler un peu de cette différence entre les professionnels de droit. Et après, je vais aborder la question de l'aspect pratique, c'est-à-dire comment effectivement exploiter ces opportunités qui sont offertes par le marché britannique. Je vais parler un peu du marketing, du partenariat, etc. Et puis, dans un deuxième temps, je voulais vous expliquer la possibilité pour devenir avocat anglais. Donc, en fait, c'est-à-dire de vraiment se mettre sur le marché britannique comme un juriste anglais. C'est tout à fait possible. Il y a plusieurs passerelles. Et je vais parler à la fois de l'Angleterre, mais aussi des États-Unis, marché américain. Parce que à l'université, à l'université Dauphine PSL, je suis à la tête, j'ai créé un prépa pour justement devenir solliciteur anglais ou US Attorney. Donc, je voulais vous parler de ces possibilités-là qui s'offrent à tout avocat, et comment ça se passe, etc., pour vous expliquer la démarche si ça vous intéresse. Donc, voilà. Donc, juste un petit mot d'introduction. Le marché britannique est un marché important, évidemment. C'est assez compétitif, c'est-à-dire il y a beaucoup d'avocats, il y a 200 000 avocats. Mais évidemment aussi, il y a beaucoup, malgré le Brexit, ce qu'on a vécu depuis un certain nombre d'années, il y a aussi une clientèle britannique qui ont besoin de conseils, du droit français, du droit civil, et ça c'est une possibilité, et qui va au-delà je pense qu'il va au-delà des clients traditionnels des cabinets qui sont des cabinets de law firms, international law firms, internationales. Il va aussi des clients potentiels en PME, etc. Donc ça, on va en parler tout à l'heure. Pour exploiter ces opportunités, d'ores et déjà, il faut comprendre évidemment le système de common law, du local, les particularités du système, et puis aussi les confrères anglais dont on va parler tout à l'heure. Donc, juste un petit slide avec une série de statistiques qui vous montrent, en fait, il y a quand même il y a un flux d'opérations, de commerce transmanche, en quelque sorte, entre la France et le Royaume-Uni, qui est très important. Il y a des entreprises anglaises, écossaises, galloises qui sont tournées vers l'export, qui ont soit des activités, qui ont des clients à l'étranger, en France notamment, mais parfois aussi ils ont développent des partenariats, ils vont jusqu'à créer évidemment des présences en France, sur le continent, et d'où vient évidemment des besoins de conseils juridiques concernant la France est en anglais. Donc, un mot concernant le common law, je peux comprendre parce que ça va être la référence d'un client anglo-américain qui va avoir à la tête en général des références à le propre système de common law. La notion de common law, c'est un système assez particulier parce que ça va au-delà de juste un système, celui de l'Angleterre, qui est à l'origine de ce système juridique. On le retrouve, le common law, dans beaucoup de pays anglophones et des anciens avec les liens avec l'Empire britannique. Donc, que ce soit aux États-Unis, au Canada, évidemment,
Québec, mais aussi l'Australie, Nouvelle-Zélande, quelques parties de l'Afrique aussi, où il y a des inspirations de common law, dans un système juridique né en Angleterre, mais qui va bien au-delà. Et ce que je vais dire tout à l'heure pertinent également pour le droit américain, australien, etc. Et il faut noter, il y a une grande porosité entre ces divers systèmes. C'est-à-dire qu'on va citer devant les juridictions du common law, que ce soit un arrêt, ce qu'on appelle en Angleterre un précédent, la jurisprudence anglaise, évidemment, mais aussi américaine, canadienne, etc., sans trop de difficultés d'évoquer ces cas de jurisprudence devant le juge anglais, sans vraiment faire trop de différence quant à l'origine. Donc, le source principale de common law, et c'est l'un des points forts de ce système, est la jurisprudence. C'est le case law, comme on dit en anglais, qui est le source principale, notamment en matière droit civil, droit des contrats, responsabilité, etc. On va puiser les règles, on va trouver les règles dans la jurisprudence. Ça veut dire que le juge est un personnage, la juge, personnage central dans la création de common law. Le juge est créateur du norme, c'est-à-dire la jurisprudence va créer la règle juridique. Et vous voyez sur ce slide-là l'un des juges récents, Lord Phillips, connu, qui était senior président de la Cour suprême également, mais aussi un comparatiste qui s'intéresse beaucoup au droit civil. Donc, les juges anglais sont au cœur du système, très connus, ces personnages, tout étudiant en droit anglais connaît tous les grands noms des juristes, des juges anglais. Et c'est du coup très important cet élément de common law. Alors, il y a évidemment des sources écrites, la loi, c'est-à-dire les Acts of Parliament, comme vous voyez sur ce slide, qui intervient également, mais un peu à la marche en ce qui concerne les éléments clés, le droit civil, etc., qui sont, je viens de dire tout à l'heure, est fruit de la jurisprudence. Il n'y a pas eu de processus de codification au Royaume-Uni, donc il n'y a pas de code, il n'y a pas de code civil, etc. Et c'est la même chose pour la plupart des systèmes de common law, à l'exception des États-Unis, au niveau fédéral, il y a un code en matière de droit commercial, mais c'est l'un des rares codes qu'on va retrouver dans le common law qui n'a pas suivi l'exemple du droit civil. Il y a également l'absence d'une constitution entièrement écrite. C'est faux de dire, c'est faux de dire qu'il n'y a pas de constitution britannique. Il y a bien une constitution, elle est bien sortie de règles écrites, mais il n'y a pas non plus de constitution unique et pas de constitution entièrement écrite. La mentalité de common law est assez particulière aussi. J'ai beaucoup écrit sur ce sujet-là en tant qu'universitaire. Je ne vais pas parler trop longtemps, mais une espèce de pragmatisme du common lawyer qui vient je pense, des traditions, mais aussi les sources, la jurisprudence, des principes de sécurité juridique qui ont formé ce système-là et qui déterminent un peu l'approche anglaise à la règle. Deuxième point juste introductif concernant la procédure civile en Angleterre. Je voulais juste vous dire un mot parce que
c'est assez différent de ce qu'on voit en France. La procédure anglaise, vous avez peut-être vu, entendu parler, est très différent de ce qui se passe dans une procédure dans un contentieux devant les juridictions en France, notamment en civil commercial. Donc c'est un caractère assez distinctif. La notion de procès, de trial, très important. C'est là où les choses vont bouger lors du trial, lors du procès. Il y a une oralité du procès, comme en France, mais plus intense, plus longue. C'est tout à fait habituel d'avoir des procès qui durent plusieurs jours, plusieurs semaines, voire certes pour des grands litiges plusieurs mois, parce qu'il y a une procédure contradictoire avec des particularités où il y a des témoignages, des witnesses, des witness statements, des cross-examinations, des contre-interrogatoires, des témoins. Les experts également jouent un rôle très important. C'est pas une expertise judiciaire comme on connaît en France, mais c'est des experts des parties qui jouent un rôle très important et qui sont qui vont paraître eux-mêmes lors du procès et vont être entendus par les juges et ils vont être questionnés par les avocats en face. Et ça va durer également un certain temps. Donc, si vous voulez, c'est un système très porté sur l'oral où l'aspect documentaire est important également, mais le dossier est important, mais peut-être un peu moins qu'on peut trouver en France. Alors, il y a une conséquence que je viens de dire, la durée de l'audience portant ce procès, c'est le coût, et on appelle ça un système de Rolls Royce, c'est-à-dire un système assez luxueux en quelque sorte, c'est-à-dire avec un certain coût, et par conséquence, beaucoup de litiges au Royaume-Uni vont finir avec un protocole transactionnel, settlement, comme dit en anglais, en amont du procès, et parfois juste avant, parce qu'il y a une pression financière qui vient de procès avec des barristers, je expliqué tout à l'heure, les testeuses, etc. Et une fois lancé dans un procès, ça va être très coûteux. Donc, les statistiques démontrent que à proportion très élevée de litiges vont être l'objet d'une transaction, protocole transactionnel en amont, un settlement en amont du litige, en amont du procès. Juste un mot maintenant pour vous expliquer les professions juridiques en Angleterre. Je parle de l'Angleterre parce que il y a plusieurs systèmes différents au Royaume-Uni, en Écosse, l'Irlande du Nord et puis l'Angleterre et Pays de Galles. Donc, je vais uniquement parler de l'Angleterre et Pays de Galles, je pense qu'il est le plus pertinent pour cette présentation. Les professions de droit sont plusieurs. Il y en a plusieurs en Angleterre. Il y a les solicitors, les barristers et les notary public. Et vous voyez les statistiques qui sont là en bas du slide, qui démontrent un peu le nombre de chaque profession, le nombre de personnes professionnelles. Les soliciteurs sont les plus nombreux. Je expliquais tout à l'heure leur rôle. Ça va être, je pense, l'interlocuteur le plus naturel pour un avocat français. Vous avez une question à poser, etc.
c'est auprès des solliciteuses que vous allez tout d'abord, je pense, prendre contact. Le deuxième catégorie, c'est les barristers, c'est-à-dire l'avocat qui plaide. C'est l'avocat devant les juridictions, le barrister, on verra tout à l'heure plus de détails, qui sont moins nombreux du coup, et qui travaillent main dans la main avec les solliciteurs, mais qui font du contentieux. Les notaries publics, c'est pas du tout, c'est un faux ami, c'est pas du tout un notaire à la française. C'est une profession assez limitée en nombre et puis son activité, car ces personnes-là sont surtout en fait font l'authentification des documents en termes de voilà de leur rôle. Et donc, du coup, en fait, ils sont souvent à la fois notary public et solliciteur. Mais ils n'ont pas du tout la compétence, comme en France, de notaire pour les successions, la famille, etc., qui sont plus sous le ressort du solliciteur. Donc, juste un mot pour vous expliquer les solliciteurs, les barristers, les deux professions les plus pertinentes pour un avocat français. Le solliciteur, du coup, c'est un généraliste. Le point de départ, c'est un juriste généraliste. Souvent, le premier point de contact pour le public, pour les clients, que ce soit dans des questions un peu de vie quotidienne, dans la famille, le conveyancing, le droit immobilier, les successions, les trusts, sans doute on peut parler des trusts, les questions de fiscalité ou le droit des affaires, les entreprises, etc. Voilà. Et dans chaque ville, on va trouver au moins un cabinet, dans les grandes villes, plusieurs cabinets de solliciteurs, law firms, qui vont proposer le service juridique. Et c'est un peu l'interlocuteur naturel privilégié d'un avocat, à la fois, on verra tout à l'heure, pour développer une clientèle, parce que c'est chez eux que les clients vont se manifester, vouloir avoir des besoins d'un avocat français parce qu'ils ont une opération à l'étranger, etc. Donc, c'est les partenariats avec les solliciteurs qui sont je pense, les prescripteurs les plus naturels pour un avocat, pour des confrères français. Et pareillement, si vous avez aussi des questions pour vos clients, vous avez des questions sur le droit anglais, ça arrive évidemment, c'est auprès de le port d'entrée, en quelque sorte, sur le marché britannique, vous avez besoin de conseils pour, et pour votre clientèle, et en droit anglais, c'est de prendre contact avec un solliciteur. C'est une profession avec des juristes généralistes, mais également avec des spécialistes. Et c'est là un peu la caractéristique de cette profession de solliciteur. Les très gros cabinets à l'international sont en fait des solliciteurs. C'est law firms créés en Angleterre, ceux qui ont lancé la tendance dans les années 70-80 d'exporter le service à l'international. Et c'est ces cabinets corporate de droit des affaires qui ont commencé à s'établir à l'étranger, à Paris, en Allemagne et aux États-Unis au départ, et puis maintenant avec un footprint, avec des bureaux un peu partout dans le monde. Et ce sont des solliciteurs hyper spécialisés, évidemment, en matière corporate, droit des affaires, et qui ont fait ça bien avant, d'ailleurs, les cabinets américains qui sont venus sous ce créneau beaucoup plus tardivement. Les relations entre les solliciteurs et les barristers sont importantes à souligner. Les solliciteurs font du conseil, mais aussi ils font du contentieux. Mais ils vont pas plaider devant ou très rarement devant les juridictions supérieures en Angleterre. C'est le barrister qui va prendre le dossier pour tout ce qui est contentieux pour le plaidoirie. Et c'est les solliciteurs qui vont travailler avec les barristers, mais qui vont préparer tout cela, qui vont suivre la procédure, s'occuper des documents, la relation avec les clients, etc., mais qui
qui en général ne vont pas plaider, sauf en matière d'arbitrage. Et un petit peu maintenant dans des affaires, des affaires, etc., qui sont où il n'y a pas des enjeux énormes et qui ont plaidé dans ce circonstance. Le barrister, voilà le deuxième professionnel dont je voulais vous parler en Angleterre. Le barrister plaide devant le juridiction, fait de contentieux. Il porte une perruque aussi, vous voyez. Vous pouvez voir, très distinctive. Ils sont moins nombreux, comme vous avez vu tout à l'heure, concentrés à Londres, mais pas uniquement. On les trouve à Manchester, on les trouve à Bristol aussi, un peu ailleurs, évidemment, mais il y a beaucoup à Londres, autour du palais, en fait, ce qu'on appelle le Royal Court of Justice, ce palais qui se trouve sur le Strand, au centre de Londres. C'est là où ils ont mon cabinet à moi, juste en face du palais. Il y a des juniors et les King's Counsel qui sont plus seniors, et une déontologie très stricte. Le premier devoir du barrister, au-delà de voir son client, c'est à la cour. Il y a un devoir de loyauté très important, que ce soit en matière de procédure, d'argument juridique, etc., qui est extrêmement important, avec d'autres règles aussi. Alors, le barrister, c'est possible d'aller voir un barrister directement, certains barristers. En général, des collègues passent tout d'abord par un solliciteur, mais c'est pas toujours le cas. Et notamment quand il s'agit d'une question très pointue en droit, vous pouvez souvent, c'est auprès des barristers qui sont très spécialisés dans de domaines particuliers, où vous peut-être allez trouver la réponse à quelque chose d'assez pointu, une problématique particulière, une question de droit, de case law, jurisprudence anglaise. Vous pouvez peut-être aller directement, il faut trouver le spécialiste de barrister dans ce domaine-là, qui peut vous aider. Voilà. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me contacter, si vous avez besoin de recommandations pour un barrister, même pour un solliciteur. Donc, maintenant pour parler un peu plus maintenant qu'on a compris un peu le système, schématiquement le système, les sources, etc., les acteurs, comment est-ce qu'on peut, en tant qu'avocat français, pénétrer ce marché-là, développer une clientèle internationale, anglaise, britannique, à partir de la France. C'est le premier élément que je voulais traiter. Et puis tout à l'heure, je dirais aussi un petit mot concernant la possibilité de devenir pour les confrères français, de devenir avocat, avoir une double casquette en quelque sorte, devenir avocat anglais, solicitor barrister. Il y a des formations pour faire cela et c'est tout à fait jouable. Et je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Donc, comment on a développé cette clientèle anglo-américaine? À partir du moment où vous avez des connaissances du système, vous maîtrisez la langue, évidemment, c'est un peu la première exigence, parce que malheureusement, il y a peu de compatriotes britanniques qui maîtrisent les langues étrangères. Donc, je pense que le point de départ, effectivement, est d'avoir des compétences linguistiques qui vous permettent de travailler sur ce marché-là. Il existe des confrères qui parlent français, et d'ailleurs, il y a des avocats solliciteurs à Londres. Si vous n'avez pas nécessairement les compétences, vous pouvez les approcher de eux. Je peux aussi vous donner des recommandations. Vous avez besoin un éclairage en français sur un point de droit anglais, par exemple, par un spécialiste. N'hésitez pas, je peux vous mettre en contact avec des experts en la matière.
et, qui peuvent vous expliquer les points de procédure et d'anglais de façon en langue de Molière, si vous préférez. À partir du moment où vous maîtrisez l'anglais suffisamment pour approcher cette marché, je pense qu'il y a plusieurs manières de faire. D'ores et déjà, je pense que, comme je disais tout à l'heure, un bon point de départ, c'est avec des collègues anglais, des confrères anglais, des solicitors, des barristers, où vous pouvez commencer à développer un petit réseau avec eux, mise en relation avec eux, qui ont par eux des clients ou des dossiers qui demandent l'intervention d'un Français, un avocat français, juriste français. Ça, c'est un premier port d'entrée assez facile de faire. Il y a beaucoup de possibilités à la fois au barreau. Il y a des commissions. Moi, je fais partie de commissions Paris-Londres. Il y a des commissions à l'international. Il y a des événements, toute une série de manifestations où on se retrouve avec des collègues étrangers. C'est un bon point de départ pour petit à petit construire un petit carnet d'adresses à l'étranger. Également aussi, il y a des associations spécialisées. C'est un autre point important. C'est spécialisé dans un petit domaine, dans un domaine particulier. Droit de la concurrence, droit des affaires, droit des sociétés, etc. Je pense qu'une manière efficace de pouvoir commencer un peu à développer cela et d'approcher des associations spécialisées en la matière. Il y a aussi des associations plus généralistes aussi. L'association des juristes franco-britanniques. Moi, je suis membre depuis de nombreuses années, qui est un cercle un peu d'avocats franco-britanniques très très sympa, qui sont très actifs, très dynamiques. Il y a un site web, on peut vous donner, je pense, le lien, où se retrouvent notamment des juristes écossais, anglais et français. Et il y a des sections en France, mais en Angleterre, en Écosse et l'Irlande du Nord aussi, et des manifestations, des scientifiques, mais aussi des rencontres autour des thématiques, etc. Donc, je vous invite également à regarder le site de l'association qui est très bien géré, très intéressant et aussi un bon point d'entrée. Visitez aussi en Angleterre, je pense que les prescripteurs, le premier prescripteur, c'est des cabinets, des law firms, les solicitors, donc on en a parlé tout à l'heure. C'est un bon point de départ aussi, qui ont souvent des départements divers et variés, internationaux. Vous pouvez commencer à développer un peu des relations avec des confrères étrangers. Et les professional organizations, ça c'est tout à fait important. Genre la IBA, l'International Bar Association, l'ABA, American Bar Association pour les États-Unis, le Law Society en Angleterre aussi, qui a une section pour des avocats à l'étranger. Donc, je vous incite à regarder toutes ces possibilités-là, parce que c'est aussi un bon point d'entrée dans ce marché. Alors, je vous interromps un instant, Duncan, pour ajouter à ça, et c'est normal que vous ne l'ayez pas mis puisqu'on vient de le lancer, que le site Justifit que nous avons en France, nous l'avons lancé aussi en Angleterre il y a 5 ans. Ça s'appelle Credible. On mettra le lien dans l'email qu'on enverra avec le replay du webinaire. Et donc, en vous inscrivant dessus, vous aurez des clients anglais. Voilà. Donc, vous créez un profil. Et vous aurez des clients anglais. Et si vous voulez développer votre clientèle internationale dans d'autres pays, nous sommes aussi en Belgique. Voilà, justifit.be. Je vous tout à fait. la parole, Duncan. Merci, Pauline. Tout à fait. Voilà, c'est une autre manière, voilà, de développer votre visibilité à l'étranger. De toute façon, voilà, c'est intéressant. Les outils aussi existent. Merci de
Bon, alors, cette option qu'on vient de décrire, c'est un peu l'option point de départ, c'est-à-dire développer en tant qu'avocat, restons en France, exerçons comme avocat, d'essayer de développer son réseau à l'étranger, à l'international, en Angleterre, pour développer cette clientèle-là. Il y a une étape supplémentaire qui souvent une étape après avoir travaillé avec dans ces conditions-là, avec développer un clientèle international, se pose la question de devenir carrément un lawyer, solicitor ou attorney, US attorney, et d'avoir une double casquette, de vraiment exercer. Et ça, du coup, ça évidemment, ça a plein d'avantages en termes de clientèle, même si on ne pense pas vraiment de localiser, expatrier en Angleterre, aux États-Unis, d'exercer pleinement, mais aussi ça permet de rassurer les clients étrangers qui ont besoin de conseils en France, etc., mais de les rassurer avec une casquette également de juriste anglais ou américain. Ça permet également au-delà de la crédibilité, mais aussi de comprendre un peu les repères juridiques qui vont avoir des clients anglo-américains, le vocabulaire, le volet culturel, la notion de common law. En devenant un lawyer, ça vous permet d'appréhender un peu mieux les enjeux, la façon d'aborder des questions, etc. pour quelqu'un comme un general counsel, le directeur juridique d'une société en Angleterre, qui eux-mêmes sont souvent solliciteurs, etc. Donc ça vous permet, ça donne aussi un avantage, même si vous ne pensez pas patrie totalement, ça permet, je pense, de pleinement développer cette clientèle à l'international. Évidemment, ça demande un investissement supplémentaire, personnel, mais je pense qu'il y a un retour sur investissement plus important. Est-ce que, Duncan, excusez-moi de vous interrompre, mais c'est combien d'années d'études, ça, de devenir… Ça, je vais vous dire, Pauline, j'ai quelques slides après, je vais expliquer un peu pas en grand détail, mais je vais donner quelques idées, comment on fait, et puis les acteurs, etc. Et surtout parce que c'est quelque chose, moi je l'ai fait il y a 15-20 ans, il y avait peu de monde qui ont fait ça, il y avait certains qui ont fait, notamment sorti de double cursus, c'est-à-dire voilà, on a fait comme moi-même des études de droit en Angleterre et en France, c'est un peu naturel. Là, on est dans une autre configuration maintenant, c'est pas obligatoire d'avoir fait de double diplômé, un peu anglo-français ou français-américain, par exemple. Ça, c'est une possibilité. Vous avez beaucoup d'étudiants qui font ça, notamment à mon université et ailleurs. Mais il y a eu une ouverture des barreaux à l'étranger. Je vous ai insisté sur ce point-là. Il y a une vraie ouverture et il y a une possibilité pour les avocats français. Je voulais vraiment insister sur ce point-là. C'est tout à fait possible. Vous pouvez le faire. Moi, j'ai plein de collègues qui comprennent que l'on fait. Je vous incite à regarder. C'est du travail, évidemment. C'est un investissement. Mais c'est assez passionnant. Les retours de nos étudiants qui suivent les prépas sont très positifs, à la fois évidemment en termes de développement de clientèle, mais aussi développement personnel. Découvrir notre système, découvrir notre culture, c'est quelque chose sur le plan personnel très intéressant aussi. Et cette possibilité s'offre maintenant, alors que c'était beaucoup plus compliqué il y a une dizaine, quinzaine d'années. Donc, je vous explique, je vous laisse un peu de temps pour des Q&A, mais je vous donne quelques indications, comme disait Pauline tout à l'heure. Essayez de vous donner, expliquer comment ça se passe. Et je ferai un petit peu de pub aussi pour Dauphine, là où on a un prépa qui vous permet de faire ça.
Donc, pour devenir, on a parlé plutôt de l'Angleterre, mais je dirais un mot aussi sur les États-Unis parce que c'est pertinent, je pense. Beaucoup d'avocats qui s'intéressent aussi. Pour devenir solliciteur anglais, tout à fait possible. Il faut passer ce qu'on appelle le Solicitors Qualifying Exam, la SQE. Vous voyez là, c'est le pot d'entrée professionnelle à cette profession de solliciteur. L'accès à la profession de solliciteur est maintenant été centralisé depuis 2-3 ans par ces examens-là, qui est très ouvert. Ça ne demande pas d'avoir une formation common law. C'est pas du tout obligatoire. Vous pouvez très bien vous présenter à ces examens-là avec un titre universitaire en France, sans passer par un diplôme de commande qui était nécessaire avant. C'est pour ça que je vous parlais d'un peu d'ouverture des barreaux. Avant, il fallait faire, avoir passé quelques années études de droit en Angleterre. C'est plus le cas. Il y a un double examen, l'SQE 1 et 2. Et vous verrez les détails un peu sur ce slide-là. Le SQE 1, c'est un examen centré sur les connaissances juridiques. Donc, droit des sociétés, droit des obligations, contrat, voilà, les aspects classiques. Et la deuxième partie est plus compétences pratiques, les consultations, comme on vous dit, une consultation, le réunion des clients, la déontologie, etc. Et l'avantage avec cet examen-là, vous passez l'un après l'autre. Donc, ça vous permet de faire en 2 temps, de voir, est tout à fait possible de le faire sur plusieurs mois, l'SQE 1, 3-4 mois. Je parlais tout à l'heure d'un prépa, il y a des prépas pour ces examens-là qui sont proposés online aussi, donc c'est tout à fait jouable. Et ça a remplacé aussi le QLTS, qui est l'ancien examen qui permettait des avocats de devenir par jeu d'équivalence, en fait. Donc voilà pour ce qui est l'option au Royaume-Uni. Pour les États-Unis, c'est un petit peu plus compliqué, mais c'est pareil. Vous pouvez devenir un US Attorney, tout à fait jouable. Il y a 2 options dont je vous parlais. Un, c'est le barreau du New York. Le barreau du New York, c'est plus connu à l'étranger. C'est, voilà, il y a une concentration, notamment en matière de droit des affaires à New York. Mais pour cela, il faut une formation common law, à minima, un LLM, un M2, Master 2, équivalent. Donc, en général, ça veut dire, en fait, il faut passer 1 an aux États-Unis, faire cet LLM-là, même si maintenant, on commence à voir des LLM, des M2 online, qui permet de faire à distance, notamment de l'université Cardozo à New York, qui fait ça. Mais ça demande un peu plus d'investissement. Et nous, nos étudiants au Dauphine, ils font souvent ça parce qu'on les envoie dans les universités law schools en partenariat pendant 1 an. Ils font 1 an et après, ils font, ou elles font le barreau de New York, préparation pour le barreau de New York. Plus pertinent, je pense, pour nous, en tant qu'avocats français, c'est le barreau de Californie. Le barreau de Californie, je vous montre ça ici, voilà, un petit, c'est peut-être plus clair. Le barreau de Californie a une particularité, les suivantes, c'est qu'à partir du moment où vous êtes un avocat dans votre propre système, donc avocat français, vous avez le droit, sans rien de plus, de présenter l'examen de barreau de Californie. Voilà, vous pouvez le faire avec le titre d'avocat. Alors évidemment, de faire juste comme ça, sans préparation suicidaire, après, voilà, il faut mieux le faire avec une préparation, mais l'entrée est très ouverte. Il suffit d'avoir le titre, l'avocat, vous n'avez pas besoin de formation comme un nom. Alors, il existe des prépas. Aux États-Unis, il y a plein de prépas privés qui préparent les étudiants, notamment les étudiants américains,
pour passer cet examen-là. Et à Dauphine, l'université de Dauphine, avec une société américaine qui s'appelle Barbry, qui est l'un des leaders sur ce créneau de prépa, nous avions conçu, on a créé un prépa destiné à des avocats à l'étranger, notamment en France, Belgique, ailleurs, francophonie, pour pouvoir préparer sur 10 mois l'examen de barreau de Californie. Vous faites ça et après, vous passez le barreau et ça vous permet de devenir California Attorney, tout en restant, voilà, évidemment, restant en France, vous pouvez très bien faire ça d'avoir une double casquette, ou après, expatriation, ou bien, si vous voulez travailler en entreprise aussi, l'avantage des barreaux à la fois d'ailleurs anglais et américain, vous pouvez rentrer en entreprise en juriste en gardant le titre du attorney ou de solliciteur avec les avantages de confidentialité et de privilege également. Ce n'est pas possible, évidemment, hélas, je dis, en France. Voilà pour un petit topo. Alors voilà, je fais un petit pub parce que je vous laisse un petit peu de temps. Je fais un petit pub pour le programme à Dauphine. Vous voyez, c'est le prépa dont je vous ai parlé tout à l'heure. On a 2 prépas, un pour le barreau de New York, Californie, et aussi un autre pour devenir solliciteur anglais. Ça vous intéresse, pour passer le SQE avec Barbry, on propose ça. Ça fait 4-5 ans, même plus pour les États-Unis qu'on fait ça. On a des nombreux étudiants qui font ça et aussi des collègues. Et ça voilà, je trouve ça vraiment très intéressant pour les collègues français qui ont envie de découvrir ces systèmes de common law, développer les clientèles, voilà, une petite expérience professionnelle à l'étranger, etc. Tout à fait possible. Et c'est pas uniquement en matière, je souligne, en matière de droit des affaires, de tout. Nous avons eu des avocats, des pénalistes qui ont voulu développer une activité de pénal international, compliance, etc. Par exemple, on a fait une succession également. Voilà, il y a plein de volets possibles à développer. Donc voilà pour la petite formation à Dauphine. Et je pense que voilà, on a un petit lien là avec. Je peux vous mettre le lien dans le chat si ça vous intéresse. On le mettra, Duncan. Donc comme pour ceux qui n'étaient pas là au début, donc nous allons envoyer. Donc Justice Philippe, nous allons envoyer un email avec un lien vers le replay du webinaire et un article qui résume les infos les plus importantes et avec différents liens, voilà, pour que vous puissiez retrouver tout ça. Merci Duncan pour cette intervention très intéressante. Et vous, alors, ça fait combien d'années que vous pratiquez dans les 2 pays en même temps? Depuis en France, depuis les années 2000, 2002, et en Angleterre un petit peu après. Donc oui, ça fait une vingtaine d'années quoi en fait. Hein, Vous avez commencé par les études françaises et puis ensuite vous avez passé le barreau en Angleterre? Non, en fait j'ai commencé j'ai fait un double diplôme en fait, hein, Paris and King's College. Donc avec ce programme-là, on fait 2 ans à King's College et puis 2 ans après à Paris 1. Et le hasard a voulu que je deviens avocat français. Comme j'avais fait une thèse aussi à Oxford, c'était plus rapide de le faire en France. Et puis après, je suis devenu barista par la suite, mais j'ai toujours exercé dans les 2 pays, en quelque sorte, à la fois comme universitaire, dans 2 institutions différentes, en France et en Angleterre, et aussi comme barista et avocat. Voilà. Et alors, vous vivez entre les 2 pays? Comment est-ce que vous organisez? Oui, oui. Je suis basé à Paris parce que j'enseigne à Dauphine, Paris-Dauphine, mais je suis très souvent aussi à Londres, à la fois pour mon activité de barista où je plaide devant les juridictions, mais aussi universitaire parce que je suis un chercheur dans un institut à Londres et également d'ailleurs je suis à la tête Dauphine a un campus à Londres. Et je suis à la tête du campus de Londres. On a 300 étudiants qui sont dauphinois, qui sont à Londres et que je dirige. Donc, je passe pas mal de temps dans l'Eurostar.
D'accord. Bon, c'est vrai, donc c'est vrai que travailler entre Paris et Londres avec il y a 2 heures de train et avec le Oui, décalage horaire, on arrive 1 heure plus tard à Londres. Donc c'est très pratique. Mais alors donc juste pour revenir là-dessus, comment vous faites? Parce qu'un des enjeux des avocats, c'est de développer leur réseau déjà en France. C'est pour ça que d'ailleurs ils s'inscrivent sur Justifit, parce qu'on leur permet voilà, comme ça ils n'ont pas besoin de faire toutes ces démarches de marketing, etc. Vous faites ça, vous développez ce réseau en France et en Angleterre, en oui. parallèle. Bon, bravo. Voilà. Bon, ben, super, merci pour toutes ces infos. Alors, est-ce que les participants ont des questions? Non, vous n'avez pas de questions. Euh, Ah, il y a peut-être une question. Alors, est-ce qu'il y a un marché potentiel en droit de l'urbanisme et en droit de l'environnement? Donc, en Angleterre, j'imagine, hein. Oui, alors urbanisme, bon, c'est une bonne question. En urbanisme, je pense que là, vous êtes vraiment dans les particularités d'un système anglais. Du coup, je pense que c'est plus difficile. Le ticket d'entrée est plus compliqué, je pense, pour l'urbanisme. Mais par contre, le droit de l'environnement, tout à fait. Parce que moi, je pense que mes conseils à vous, c'est de développer, essayer de vous trouver des terrains où il y a un volet transfrontalier. Parce que sinon, voilà, si c'est uniquement local, comme le droit d'urbanisme est quand même très local, c'est plus compliqué. Vous n'allez pas être en compétition avec des solliciteurs qui sont chevronnés en la matière. Mais en droit de l'environnement, il y a évidemment toute une série de questions transfrontalières européennes, internationales, sur le développement durable également, sur tous les litiges aussi. Très intéressant d'ailleurs, mon institut à Londres. On a un projet sur des litiges de climate change litigation qu'on voit évidemment en France et en Angleterre au niveau international également devant la Cour de Strasbourg, le Cour européen des droits de l'homme également. Vous voyez, je pense qu'en matière d'environnement, il y a vraiment quelque chose à développer. Il y a des associations, là, je vous incite à regarder ça, beaucoup d'associations euh, international européen dans cette matière-là. C'est là où vous pouvez tout à fait faire des rencontres, développer un réseau, voir comment ça se passe dans d'autres pays. Dans ce domaine-là, tout à fait. Et dans l'association dont je parlais tout à l'heure, l'association des juristes franco-britanniques, il y en a qui travaillent sur cette thématique-là. Hein. Et vous pouvez les rencontrer par cette association-là. Un autre point d'entrée, c'est la société de législation comparée. Vous faites une petite liste peut-être avec l'équipe de Justifit, avec des liens, parce que les sociétés de législation comparée, c'est une société savante à Paris, mais qui organise plein de manifestations, de conférences, de séminaires sur le droit comparé. Je me demande s'ils n'ont pas aussi une section droit de l'environnement. Il faut regarder ça si ça vous intéresse, ou droit public, où il y a voilà, il y a des dérivés sur ce thématique-là. Donc ça, c'est une autre possibilité, je pense, pour un peu commencer à appréhender ces questions vues des juristes anglais et américains pour la législation comparée également, parce qu'ils sont des correspondants à l'étranger également. Top. Et est-ce qu'il y a d'autres domaines de droit dans lesquels vous conseilleriez, qui vous semble qu'il y a des opportunités? Alors, droit des affaires, évidemment, très important. Là, il y a tout un marché international, que ce soit en matière de contrat, que ce soit en matière de droit des sociétés, distrib. Vous voyez les éléments un peu classiques où il y a pas à avoir un peu tout ce qui touche à droit européen aussi, hein, des distributions, droit économique, etc. Ça, tout à fait. Mais moi aussi, je vais insister sur d'autres domaines. Par exemple, je vous ai parlé tout à l'heure de pénal, le droit pénal. Hein. On peut pas, on peut se dire, bah, le droit pénal, c'est plutôt national, c'est plutôt, etc. Mais en fait, il y a toute une ouverture sur l'international. Je parlais des compliance, tout ce domaine-là qui s'est créé depuis 5-10 ans, le volet réglementaire, sanctions, etc. Pénal international également, très important.
Donc, vous voyez, même sur les domaines où on peut, au premier abord, penser, oui, c'est plutôt quelque chose de local, etc., il y a souvent des niches, des petits niches transfrontaliers également. Succession, c'est un autre domaine où il y avait une clientèle avec gestion de patrimoine transfrontalier, droit de la famille, évidemment, hein, où il y a des couples de nationalités différentes, etc., quoi. Donc, il y a peu de domaines où il n'y a pas du Une tout opportunité. de volets transfrontaliers. Et on découvre cela, effectivement, en participant aux séminaires, des manifestations, etc. Dans ce domaine-là, on se rend compte, en fait, effectivement, il y a des problématiques pour des personnes, des individus ou des sociétés étrangères sur sa pratique en France, quoi. Voilà. D'accord, c'est super. Alors, peut-être une dernière question, parce que je vois qu'il ne nous reste plus que 4 minutes. Alors, on a 2 questions. Quelle est l'adresse Internet de Justifit UK Credible. Alors, on va vous l'envoyer. Pas de problème, très volontiers. Et alors ensuite, une autre question d'un avocat. Je suis avocat au barreau de Paris et du Tchad. J'assiste déjà à plusieurs grands cabinets d'avocats étrangers dans les projets d'investissement, énergie ou conseil aux entreprises. Est-ce qu'il y a un intérêt pratique à m'inscrire à un barreau US-UK en plus? Et sinon, à quelle association me conseillez-vous de m'approcher pour créer du réseau? Les associations, on va vous envoyer les petits liens là pour cela. L'association des juristes franco-britanniques, c'est l'un des, voilà, qui est très active. La commission Paris-Londres aussi au barreau. Ça a deux associations. Est-ce que vous avez intérêt à vous inscrire à un barreau US? Mais je pense que voilà, ça peut ouvrir, hein, ça peut vous aider à développer ce genre d'activité, projet d'investissement euh, dans, dans le monde anglo-américain ou conseiller des clients qui sont effectivement actifs dans vos domaines d'expertise de Tchad. J'ai vu que vous êtes au Tchad, voilà. Donc, je pense que parfois pour des clients ou même des cabinets anglo-américains, le fait d'avoir la compétence d'être solliciteur ou US Attorney, comme je disais tout à l'heure, c'est un élément de crédibilité. Même si ça ne change pas l'exercice de droit français ou du Tchad, pour l'étranger, voilà, ça peut être rassurant et ça vous permet aussi de comprendre un peu les enjeux qu'ils ont eux-mêmes parce qu'ils vont être souvent des juristes anglais ou américains. Donc, je pense que la réponse est oui, mais même si, effectivement, c'est un investissement qui est plus conséquent. Super. Merci beaucoup, Duncan. Est-ce qu'il y a encore des questions? Il n'y a plus de questions. Vous avez donné plein d'infos très intéressantes. Donc, merci à tous d'avoir participé. J'espère que si vous avez le rêve de travailler en Angleterre ou en Amérique, ça marchera. N'hésitez pas à nous contacter, n'hésitez pas à vous inscrire sur Credible, à nous contacter si vous avez des questions. Et puis, comme je vous le disais, on vous envoie un email avec le replay du webinar qui sera sur le site Maîtrise pour Justifit dont j'ai envoyé le lien. Vous pourrez retrouver tous nos webinars sur plein de sujets, développer votre clientèle, notamment en France aussi. On a toujours besoin d'aide. Et quand vous quitterez ce webinaire, on vous demandera on vous demandera sur quoi vous aimeriez que nos prochains webinaires soient. Alors nous avons créé tous nos webinaires avec vos retours, donc n'hésitez pas à nous dire tous les sujets sur lesquels vous avez besoin d'aide et on sera ravis d'organiser quelque chose. On a toute une communauté d'avocats qui sont très sympathiques et qui partagent toutes leurs connaissances. Donc merci Duncan d'avoir partagé tout ça avec ceux qui nous écoutent. Et merci, à très bientôt pour un prochain webinaire Justifit. Au revoir. Au revoir.